à savoir la société et la TVA. Je vais quand même présenter brièvement c'est quoi l'IS. C'est un impôt prélevé sur le bénéfice des entreprises. Voilà, donc même en absence de bénéfices, parce que ce n'est pas forcément que chaque année les entreprises réalisent des bénéfices, il peut y avoir des pertes pour un exercice donné. Et quand même, l'IS est obligatoire, même en absence de bénéfices. Pour être assujetti à l'impôt sur les sociétés, il y a des critères et des conditions. J'espère que vous avez le cours dès le premier chapitre. Si vous n'en avez pas, allez-y sur la plateforme, c'est là-bas. Voilà, il y a des critères ou bien des conditions pour être assujetti. Pour être assujetti à l'IS, il y a 3 conditions. Donc, je reviens quand même sur ce qui est important. L'IS est un impôt à dans la zone CEMAC. Les mêmes principes qui sont applicables au Gabon sont les mêmes au Cameroun, au Gabon, au Congo, en Centrafrique, au Tchad et en Guinée équatoriale. Il n'y a pas de différence. Sauf que pour être assujetti à l'IS, il faut respecter 3 critères. Le premier critère, c'est la forme juridique. Ceux qui font les projets, vous allez apprendre la partie juridique d'une entreprise qui consiste à faire le statut. Voilà. Donc, lorsque vous avez la forme des sociétés de capitaux, société de capitaux veut dire société à responsabilité limitée et société anonyme. Lorsque vous avez choisi cette forme de société, vous avez l'obligation de payer l'IS en fin d'exercice sur vos bénéfices ou bien sur vos pertes. Alors ici, pour les sociétés de capitaux qui sont les SARL et les SA, lorsque vous avez votre statut, vous avez choisi la forme juridique SARL et SA, l'IS est obligatoire pour vous. Donc, il y a l'assujettissement par la forme juridique. Ça, c'est la première forme d'assujettissement. Deuxièmement, il y a l'assujettissement par l'activité menée. C'est que vous pouvez être imposé à l'IS du moment que vous n'êtes ni SARL ni SA, mais en fonction de l'activité que vous menez, on peut vous imposer à l'IS. Ça veut dire le bénéfice que vous dégagez. Mais ici, l'imposition se fait lorsque l'activité est faite à but lucratif. Ça veut dire que lorsque vous menez l'activité, derrière, vous visez un profit. Du moment qu'il y a un profit qui est en jeu, donc les bénéfices réalisés, même si vous n'avez pas la forme de SA et de SARL, du fait du bénéfice réalisé, vous serez imposé à l'impôt sur les sociétés. Bon, comme tout impôt, il y a la troisième forme, c'est l'assujettissement par option. Que ici, le contribuable lui-même, il n'est ni SA ni SARL, il ne mène pas une activité à but lucratif, mais décide quand même de pouvoir être imposé au régime de l'IS parce que soit il estime que le régime de l'IAPP ne lui convient pas. Donc, en résumé, pour être assujetti à l'IS, il y a 3 conditions. Par rapport au statut juridique que vous avez choisi, si vous avez choisi la forme SA et SARL, obligatoirement, donc pour ceux qui font les projets que vous avez choisi, par exemple, société à responsabilité limitée, assurez-vous que dans le compte de résultat, on doit avoir la ligne 891, impôt sur le résultat ou impôt sur le bénéfice. Voilà. Il faut intégrer ça dans le projet. 2, soit l'activité que vous menez est faite à but lucratif, c'est que vous menez une activité dans le but de réaliser un profit. Même si vous n'avez pas la forme juridique requise, mais néanmoins, l'IS est obligatoire sur votre activité. Et 3e, c'est l'option. Vous-même, vous décidez d'être assujetti, vous écrivez aux impôts que vous voulez être assujetti au régime de l'IS parce que vous êtes capable de tenir votre comptabilité, vous êtes capable de pouvoir facturer tous vos services ou bien vos produits, ça veut dire que vous devez délivrer une facture à chaque opération. Une fois que vous respectez ces critères comptables et autres, on peut vous accorder l'assujettissement même si vous n'avez ni la forme ni l'activité qui correspond. Maintenant, vous avez mon cours, hein, j'espère. On est à la page 3, moi j'ai le PowerPoint.
comme tout impôt, ce ne sont pas toutes les entreprises qui les payent. Ce qu'on appelle l'exemption ou l'exonération. Vous avez fait la fiscalité avec moi, que ce soit en fiscalité des affaires, des salaires, pardon, à ce qu'on appelle l'exemption ou bien l'exonération. Moi, j'ai oublié la définition. Celle qui met sa caméra au plafond, là. Voilà, Lia Brisilia. Quoi? C'est quoi l'exemption en fiscalité? L'exemption, c'est le fait d'être exonéré, Le fait d'être exonéré. c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire ne pas soit payer, Il y a un impôt. oui, D'accord. C'est un peu ça, mais sauf que les deux termes exonération et exemption n'ont pas la même valeur juridique sur le plan fiscal. Lorsqu'on est exonéré, c'est que ici, vous êtes dispensé, mais d'une manière temporaire, c'est limité dans le temps. L'exonération, c'est une dispense temporaire à l'impôt. Donc, cette dispense est limitée dans le temps. Ça veut dire que vous n'allez pas payer l'impôt pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Mais au-delà de cette année, vous allez payer normalement. Mais par contre, ici, ce qui nous intéresse, c'est l'exemption. Je pense que c'est la section 3. Chez vous, non, section 2, ceux qui ont le cours avec vous. Ceux qui ont le cours. Oui. Alors, ici, l'exemption, c'est une dispense permanente. C'est que la personne ou l'entreprise ne paye pas. Vous n'allez jamais payer. Du fait de votre activité. Voilà, mais ici au Gabon, ou bien dans la majorité des pays de la zone CEMAC, les entités qui sont exemptées sont généralement des entités ou bien des organismes qui mènent des activités à but non lucratif. Alors, lorsque vous menez une activité à but non lucratif, ça veut dire que les SAMU sociaux, un SAMU social par exemple, la Croix-Rouge, etc. Et en matière d'IS, à part ces organismes de bienfaisance, on ajoute aussi certaines entreprises agricoles, dans le cas du Gabon. Lorsque vous avez une entreprise sous forme de société de coopérative simplifiée, qui sont généralement des entreprises agricoles, ceux-là aussi sont exonérés de l'IS. Ils ne paieront pas. Oui. C'est le cas du Gabon. Cette règle ne s'applique pas au Cameroun, parce qu'au Cameroun, il y a beaucoup de riches fermiers. ça fait quoi encore? Il y a aussi l'exemption peut être appliquée pour certaines banques ou bien les établissements financiers qui voulaient encourager l'activité agricole. Généralement, on les appelle des caisses de crédit agricole ou bien des banques agricoles. Je pense qu'au Gabon, il n'y en a pas, non? Puisqu'il y a une banque agricole au Gabon. Citoyen, il y a une banque agricole au Gabon. Tracy Bio. Tu peux ouvrir ton micro. Si vous avez connaissance d'une banque agricole. Mademoiselle Tracy, ou bien Cédric. Voilà, vous avez connaissance d'une banque agricole au Gabon? Monsieur, aucune idée. Ah, ok, d'accord. Je pense qu'il n'y a pas une banque agricole, ni une banque d'habitat. Il n'y en a pas au Gabon, je pense. Voilà. Généralement, dans certains pays où les autorités politiques veulent encourager une activité, normalement, il y a l'aspect financier qui va avec. Donc, on peut dire à certains opérateurs de pouvoir créer une banque ou bien des services financiers qui vont financer uniquement l'agriculture. Dans des pays comme le Cameroun, il y en a plein, généralement appelés, ce sont des établissements de crédit bail qui peuvent faire dans l'acquisition de logements, des biens immobiliers comme les voitures, immobilier comme les voitures, ou bien l'acquisition des biens meubles, et aussi financer des activités agricoles et autres, avec tout ce qui est comme crédit à la consommation. Bon, Gabon, il n'y en a pas pour le moment. Lorsque vous avez décidé de mettre en place une banque agricole, espérons, vos bénéfices réalisés ne seront pas imposés jusqu'à ce que la loi change dans ce domaine-là.
En matière d'impôt, on va passer à la section 4, la territorialité. C'est important. En matière d'impôt sur les sociétés, on sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs formes d'entreprises. Les entreprises ont tendance aujourd'hui comment on les appelle, à devenir de plus en plus des multinationales. Ça veut dire qu'à exercer au-delà de leurs frontières habituelles. Voilà. Si ça arrive qu'une entreprise nationale s'installe à l'extérieur ou bien en dehors du territoire national, prenons le cas par exemple de BGF. BGF est une entreprise gabonaise où le siège social se trouve au Gabon et installé au Congo démocratique. Est-ce que les bénéfices réalisés par BGF Congo démocratique seront imposés au Gabon? Pas du tout, parce qu'il y a ce principe de territorialité. Et le principe de territorialité découle du principe de source de revenus. L'impôt est assis dans le pays où vous tirez vos sources de revenus en premier. Donc, comme BGF Congo démocratique exploite au Congo et tire ses sources de revenus au Congo, elle n'est imposable qu'au Congo. Voilà. Il en est de même pour les entreprises étrangères qui sont installées au Gabon. Par exemple, Total. Voilà. Les bénéfices réalisés par Total Gabon sont imposables au Gabon, même si le siège de Total ne se trouve pas au Gabon. Section 4, période d'imposition. Tout impôt qui se respecte, il y a une période, et surtout en matière d'IS, tellement que cet impôt a une similitude avec la comptabilité générale. Du coup, les mêmes règles en compta s'appliquent aussi sur le plan fiscal en matière de bénéfices. Ce n'est pas pour rien que cet impôt s'appelle impôt sur les sociétés. Et les comptables, le numéro de compte, c'est 891, impôt sur le bénéfice ou bien sur le résultat. Vous voyez un peu? Donc ici, le principe des périodes d'imposition est important. Ici, un bénéfice n'est jamais réalisé en un mois. Le bénéfice est réalisé selon les normes comptables auxquelles vous devez arrêter un exercice complet. Voilà, un exercice comptable dure au moins 12 mois. Lorsque l'entreprise existe déjà, l'exercice comptable est de 12 mois. Mais sauf certaines entreprises nouvelles, par exemple, supposons que vous venez de créer votre entreprise on est au mois de mai, par exemple. Ici, vous devez arrêter le premier exercice au 31 décembre 2020. Sur le plan fiscal, lorsqu'un exercice est inférieur à 6 mois, vous avez le bénéfice d'exploiter encore l'exercice suivant et vous arrêtez le compte. Mais lorsque l'exercice comptable est supérieur à 6 mois, vous arrêtez le compte pendant l'année d'exercice. Ça veut dire quoi? Vous créez votre entreprise au mois d'avril 2020. D'avril à décembre, je pense que c'est presque 9 mois. Dans ce cas, vous arrêtez l'exercice au 31 décembre 2020 et on prélève l'impôt sur les bénéfices que vous avez réalisés. Deuxième cas de figure, vous avez créé votre entreprise, par exemple, au mois d'août 2020. D'août à décembre, c'est 5 mois d'exercice. Donc, comme c'est inférieur à 6 mois, vous avez le bénéfice d'exercer aussi toute l'année 2021. Comme ça, vous aurez au moins 17 mois d'exercice avant d'arrêter les comptes, de dégager les bénéfices et de prélever l'impôt. C'est important, cette notion, pour les entreprises nouvelles. Monsieur? Citoyenne? Est-ce que une entreprise doit également payer l'IS lorsque elle se trouve dans une situation de cession, par exemple, ou lorsque les... Oui, Parce que cession, c'est la vente, hein? Cessation, c'est l'arrêt de l'activité. en cessation. D'accord. Alors, l'impôt obligatoire, c'est que l'IS dû au titre de l'exercice de fermeture est obligatoire. Supposons que vous fermez au mois de mai. Vous avez l'obligation de payer le premier acompte depuis le mois de novembre et de payer le deuxième acompte qui normalement devait être au mois de janvier. C'est que dans tous les cas, vous avez le minimum d'1 million à payer avant la fermeture. Voilà, parce que vous avez déjà entamé l'exercice 2020. En matière fiscale, un jour entamé pour un exercice est considéré comme un exercice exploité. Même si vous n'avez rien.
Notez les questions, hein, on va y arriver. Je vais faire brièvement, j'explique par chapitre et on va discuter après. Il y a la première qui vient aussi après. Chapitre 2, la détermination du bénéfice imposable. Voilà. Vous savez que le bénéfice peut être déterminé de plusieurs manières. Vous êtes comptable. Vous avez fait comptabilité des sociétés, comptabilité générale, comptabilité approfondie. Soit le bénéfice peut être obtenu par le bilan en utilisant les éléments du bilan ou bien les éléments du compte de résultat. On ne va pas y revenir là-dessus. Mais c'est quand même important. L'impôt n'est pas assis sur une charge, mais plutôt sur un aspect qu'on appelle les produits. Ce qui est imposable sont les produits. Voilà. Parmi les produits, on a parlé de plusieurs produits ici, la marge brute, la valeur ajoutée, les profits et produits divers, les plus-values des cessions, etc. Là, ce sont des normes comptables. Ce sont les éléments du compte de résultat. Parce que le bénéfice, normalement, découle, ou bien le résultat découle de la différence entre les produits et les charges en réalité, qui doit correspondre aux éléments, soit du résultat d'exercice dans le bilan, qui consiste à faire le total des actifs moins le total du passif. Voilà, mais néanmoins, c'est le compte de résultat qui est l'aspect le plus important, ou bien le compte le plus important pour la détermination du bénéfice. Le bilan, c'est autre chose. Donc, on a la marge brute ou bien la marge commerciale, généralement, que vous appelez. Ceux qui ont le plan comptable dans le tableau, bon, c'est l'obligation, là, vous allez faire ça en projet, c'est qui est trop sûr. Alors, la marge brute, généralement, c'est appelé la marge commerciale. C'est l'ensemble de ventes moins le coût de stock vendu. Voilà. Compte avec le chiffre d'affaires moins le coût de stock vendu. Mais le coût de stock vendu, c'est quoi? C'est la différence entre les achats et la variation de stock. Donc, de toutes les façons, il y a des fichiers Excel que c'est déjà prédéfini pour les projets. Mais néanmoins, c'est important que vous sachiez c'est quoi la marge brute. C'est un des éléments du produit imposable en fiscalité. Il en est de même pour la valeur ajoutée. Voilà, la valeur ajoutée, c'est la marge commerciale moins les autres charges, généralement appelées les charges externes. Donc, valeur ajoutée est égale marge commerciale ou marge brute moins les charges externes. Les produits et profits divers, généralement, sont des profits tirés soit des activités extra, que ce soit des dividendes, des intérêts. Ces éléments-là sont des produits divers, par exemple. Et n'oubliez pas aussi les plus-values de cession. En comptabilité, on vous a bien expliqué. Mais l'aspect fiscal, c'est quoi? C'est que ici, je prends l'exemple, vous avez un véhicule de livraison d'entreprise. Normalement, c'est amortissable en 5 ans. L'entreprise, le véhicule a fait 5 ans. Vous n'allez pas jeter. Lorsque vous amortissez un bien immobilier, est-ce qu'au finish, vous allez jeter? Le cas des véhicules, généralement, soit on continue à l'exploiter, soit on revend à d'autres personnes ou qu'on récupère une partie de l'argent sous forme de plus-value. Vous avez un véhicule de livraison, vous avez acheté à 5 millions, vous avez amorti, ça veut dire que vous avez déjà récupéré vos 5 millions. Vous décidez de vendre soit à une autre personne à 2 millions, par exemple. Comme le bien était déjà totalement amorti, et que vous avez vendu à 2 millions, vous avez réalisé une plus-value. Mais en matière de plus-value sur le plan fiscal, lorsque vous réalisez la plus-value sur cession, la plus-value, normalement, elle n'est pas imposable. L'objet de la plus-value, c'est d'être investi. Vous prenez les 2 millions, vous augmentez la capacité de production de l'entreprise. Si vous ne le faites pas, les plus-values vont être imposées à l'IS. C'est ça. Normalement, dans les états financiers, ceux qui étaient au cabinet, par exemple, il y a un tableau spécialement pour les plus-values pour voir exactement quelles sont les plus-values que l'entreprise a réalisées pour une année. Il y a un tableau uniquement pour les amortissements pour voir tous les biens qui sont amortissables. Il y a un tableau uniquement pour les provisions pour voir toutes les provisions constituées. Donc, du coup, rien ne peut échapper à la fiscalité. Sauf que ce que vous portez dans les tableaux doit avoir une cohérence avec le compte de résultat et le bilan. Pourquoi? Parce que les dotations aux amortissements existent dans le compte de résultat. Si dans le tableau d'amortissement, vous avez un total de dotation de 2 millions et que dans le compte de résultat, on voit 6 millions là-bas, ça veut dire qu'il y a incohérence. Parce que ce sont les mêmes dotations qui sont dans le tableau d'amortissement qui doivent être reportées dans le compte de résultat. Donc, tous les tableaux sont liés. Ça fait que certains postes comptables, lorsque ça arrive que vous n'avez pas bien traité, l'impôt agit. Même à tort, hein, parce que du fait que vous n'avez pas respecté les normes comptables ou bien fiscales.
On va passer à la section 2, les charges d'exploitation. C'est là qui est important en matière d'IS et pour les projets que vous allez faire. Que ce soit d'une manière pratique, lorsque une entreprise est exploitée, comment on doit déduire les charges. En comptabilité, lorsqu'on passe un élément de la classe 6, on pense que c'est une charge. Oui, parce que la comptabilité le définit comme une charge. Mais sur le plan fiscal, elle n'est pas forcément considérée comme charge déductible. Voilà. Sur le plan fiscal, la loi admet la nature de la charge, mais la déductibilité pour la détermination du bénéfice est assujettie à certaines conditions pour la majorité des charges. Donc, dans le cours, nous avons un certain nombre de charges qui sont là. On va commencer sur le plan fiscal. Lorsque vous êtes en entreprise, lorsque vous voulez déduire une charge, prenons le loyer. Voilà, c'est une charge d'exploitation. Lorsque vous voulez déduire les loyers, assurez-vous que vous avez déjà passé en comptabilité le loyer. C'est pour cela que parmi les conditions de forme de déductibilité des charges, nous avons le principe de la comptabilisation. Pour qu'une charge soit déductible, il fallait qu'elle soit comptabilisée d'abord. Et de deux, il faut que la charge soit justifiée. Lorsque vous ne comptabilisez pas le loyer, vous n'avez pas le droit de déduire. Ça, c'est normal parce que ça n'apparaît pas en comptabilité. De deux, il fallait que la charge soit justifiée. Vous n'allez pas dire qu'on a payé le loyer et que vous n'avez pas un contrat de location. Alors, c'est ça la justification. Vous avez une charge comme le loyer que vous supportez, vous devez avoir un contrat de bail qui justifie le loyer. Donc, entre les deux, ça arrive que soit vous n'avez pas de justificatif, on vous refuse. On peut dire que c'est tout simplement des charges que vous avez inventées pour diminuer le bénéfice et de payer moins d'impôts. Voilà. Et on vous apprend en comptabilité que l'imputation se fait au jour le jour. Lorsque vous avez la facture d'aujourd'hui, le 22, vous n'allez pas attendre le 25 pour passer les écritures. Pas du tout. C'est pour cela que lorsqu'on lit dans la comptabilité que vous n'avez pas la charge, vous n'allez jamais déduire. Même si vous l'avez déduit, il y a ce principe de réintégration qui va intervenir. Ça veut dire qu'on ressort cette charge parmi les charges, on impose à l'IS. Deuxième condition, pour qu'une charge soit déductible, il fallait que la charge soit exposée à l'intérêt de l'entreprise. Vous n'allez pas dépenser. Supposons que vous comptabilisez en entreprise un loyer. Alors, ce loyer, c'est tout simplement soit vous payez le loyer soit à votre petit ami. Bon, ça veut dire qu'une personne qui n'a aucun lien avec l'activité de l'entreprise. Voilà. Toutes les charges qui n'ont aucun lien avec l'activité de l'entreprise ne sont pas des charges déductibles. Deuxièmement, une charge doit correspondre à une dépense effective. Ça, la nature des charges, c'est qu'elle diminue l'actif. Je ne vois pas une charge qui vient augmenter le bénéfice. La charge, en réalité, elle diminue l'actif. Donc, si une charge ne diminue pas l'actif, ce n'est plus une charge, mais plutôt un produit. Donc, il y a cet aspect qu'il faut aussi. On va passer à grande 2, les charges décaissées. Ça, ce sont les principes comptables. En comptabilité, il y a les charges décaissées et les charges calculées. Mais sur le plan fiscal, comment on traite les charges décaissées et comment on traite les charges calculées? On va commencer par les charges décaissées. Il y en a plein. Ici, ce sont des calculs qu'on devait faire. Ce sont des textes que vous lisez, mais en réalité, ce sont des calculs qui sont derrière. Je prends l'exemple des rémunérations versées aux salariés et aux associés. Un salarié a droit à un salaire, n'est-ce pas? Oui. Un associé a droit à quoi? À un dividende. À des dividendes. Voilà. Vous voyez que les deux, vous êtes salarié, vous êtes associé, vous n'avez pas la même source de revenus. Donc ici, seuls sont déductibles en réalité à les dépenses des personnes, ça veut dire le salaire, et qui correspond à un travail. On ne peut pas donner un salaire à quelqu'un qui ne travaille pas, ça devient forcément du travail fictif. Voilà. Donc ici, ces dépenses, généralement appelées dépenses de souveraineté, sont classées dans les frais généraux. Les frais généraux regroupent les dépenses de souveraineté de l'entreprise. Ça veut dire que les dépenses d'exploitation, comme le loyer, le salaire, etc., ce type de dépenses, on ne peut pas s'en dépasser en entreprise. Et
toutes les dépenses régulières de l'entreprise sont appelées des frais généraux. Donc, parmi les frais généraux, nous avons la rémunération. Pour les salaires, il fallait que la personne ait un contrat. De deux, il fallait que vous comptabilisiez, une fois que le salaire est payé, tous les éléments de la paie. De trois, il fallait que la personne travaille effectivement en entreprise. Si les trois conditions ne sont pas réunies, les frais de personnel ne seront pas considérés comme charges déductibles. On peut qualifier ça comme étant du travail au noir ou du travail. Et ici, il n'y a pas de limitation. Si vous avez la masse salariale 10 millions et que tout le monde a un bulletin de paie, tout le monde a un contrat de travail, tout le monde vient au travail, normalement, vous déduisez les 10 millions comme ça. Les jetons de présence et les tantièmes. Là, cette fois-ci, on revient chez les associés. Parce que les associés n'ont pas un salaire. La contrepartie de leur participation à l'activité de l'entreprise, ça peut être des dividendes et autres. Donc, connaît-il des jetons de présence et des tantièmes? Normalement, les tantièmes ne sont pas considérés comme étant des charges déductibles. J'explique le tantième, c'est quoi? Le tantième, c'est lorsque, supposons que votre entreprise a une difficulté et qu'il y a la grève, les employés décident que vous changez le DG. Le conseil d'administration s'est réuni, décide si on change le DG en fonction, par exemple, du grève pour que la grève s'arrête et que l'activité commence. Lorsque le conseil d'administration s'est réuni pour une question qui n'est pas prévue, dans le statut, on appelle ça Assemblée générale extraordinaire. Et lorsque le conseil d'administration se réunit en Assemblée générale extraordinaire, chaque participant a droit à une enveloppe. Cette enveloppe prend le nom de tantième. Parce qu'ils ne viennent pas faire la réunion et dire qu'on va enlever le DG et vous, il repart le produit. Non. Le statut prévoit que lorsque les membres du conseil d'administration se réunissent pour un problème, on leur donne des enveloppes. Ces enveloppes, ça ne vient pas de nulle part. C'est dans la caisse de l'entreprise. Et dans ce cas, ce n'est pas déductible. Pourquoi? Parce que le statut n'a pas prévu qu'il y ait assemblée générale extraordinaire tout le temps. L'assemblée générale qui est obligatoire, c'est l'assemblée générale ordinaire qui se tient après le 31 décembre. C'est pour cela que généralement, on ne tient pas compte. La loi est... Ça, c'est pas la même chose que les jetons de présence. Non, ce n'est pas la même chose que les jetons de présence. Les jetons de présence, c'est lorsque c'est en assemblée générale ordinaire. Oui, parce qu'en assemblée générale ordinaire, le statut définit que les membres du conseil d'administration se réunissent au 31 décembre, soit 6 mois après l'arrêt de l'exercice, et décider de ce qu'on doit faire du bénéfice ou bien. Ça veut dire que les membres du conseil d'administration se réunissent pour décider de l'orientation bien des nouvelles politiques de l'entreprise l'année prochaine. Lorsque cela se réunit, c'est défini dans le statut. Comme c'est défini dans le statut, les enveloppes qu'on leur donne sont considérées comme étant des charges. D'accord. Mais ce qui est extraordinaire n'est pas considéré comme charge. Voilà. Lorsque vous avez en assemblée générale extraordinaire, vous avez donné par exemple 5 millions, les 5 millions ne sont pas des charges. C'est une perte définitive pour l'entreprise. Ah, ok. Nous avons les dépenses somptuaires. Dépenses somptuaires, c'est-à-dire dépenses de loisirs. Donc, en entreprise, il est exclu la déduction des dépenses de loisirs. Vous organisez une fête, par exemple. Soit vous faites une tournée, vous dites les employés, on va faire un tour dans un parc. Voilà. Ce type de dépenses de loisirs, quelle que soit la nature, elle n'est pas déductible dans l'entreprise. Donc, dépenses somptuaires sont les dépenses de loisirs. Mais par contre, les fêtes instituées par la loi, ce ne sont pas des activités de loisirs. Prenons le premier mai qui est la fête de travail. C'est une fête instituée par la loi. S'il y a une réception pendant cette fête, cette réception est considérée comme étant une dépense déductible. Mais lorsque vous décidez de pouvoir au moins faire visiter les employés sous forme d'une activité de loisir, cette dépense n'est pas déductible. N'allez pas prendre dans la caisse de l'entreprise pour régler. Si vous le faites, on vous refuse la déduction et ce que vous avez pris dans la caisse va subir l'impôt. Les dons et les libéralités, ou bien les subventions. Je vais revenir sur le principe des dons. Il n'est pas exclu. La loi autorise aux entreprises de faire des dons à des organismes, à des associations ou bien à des fondations. Mais la loi limite la donation. C'est que
les dons qui sont faits par les entreprises ne doivent pas dépasser 1 pour 1000 de leur chiffre d'affaires. Ce n'est pas interdit de faire le don. Ça ne doit pas dépasser quoi? Mais ne prenez pas oui, donc je reviens sur les dons. Les dons sont autorisés en entreprise, mais ils ne doivent pas dépasser 1 pour 1000 du chiffre d'affaires. J'explique. Je vais prendre mon stylo ou un crayon. Vous avez votre entreprise, vous faites un don pour le COVID-19, soit à l'hôpital de Kembo. Vous faites 5 millions de dons. Maintenant, au fin d'exercice, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 30 millions. Ça veut dire que pendant tout l'exercice 2020, votre chiffre d'affaires, c'est 30 millions. Maintenant, en fonction du chiffre d'affaires de 30 millions, est-ce que la loi va vous autoriser à déduire les 5 millions de dons? Non. On va faire un calcul. On va chercher le plafond. Le plafond de dons, c'est 1 fois 1 millième du chiffre d'affaires, ou bien 1 fois le chiffre d'affaires, le tout divisé par 1000. Si on prend 1 millième de 30 millions, on a 300 000, je pense. Voici pour une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 30 millions, le don qu'elle peut faire, c'est 300 000. Alors que l'entreprise a fait un don à l'hôpital de Kembo de 5 millions, donc elle a dépassé les limites. Donc ici, toute charge excessive, la différence entre la charge qui a été réellement supportée et le plafond, on doit faire la différence entre la charge. Ça veut dire que les 5 millions de dons moins le plafond de la loi. Et il va rester 4 700 000 qu'on va imposer à l'IS parce que la loi ne donne pas la possibilité à l'entreprise de faire un don de 5 millions, mais en fonction du chiffre d'affaires, elle ne peut que faire un don de 300 000. Est-ce que vous avez compris le principe des dons? Oui. Les dons sont des charges, mais ce sont des charges qui sont plafonnées, qu'on ne doit pas aller au-delà. Donc, le plafond des dons au Gabon, c'est 1 millième du chiffre d'affaires des entreprises. Si vous dépassez, la différence de ce plafond sera imposée à l'IS. Bon, c'est que là, je vais faire une petite vidéo plus tard. Je pense que lundi, je corrige un TD et je vous envoie la vidéo. Et On va c'est la donation sous forme de somme d'argent, c'est imposable sur le montant reçu. Non, le don, la donation en tant que telle, supposons, restons toujours dans le cas du Covid. Avec toi, ton entreprise, supposons que tu fais un don de 200 000 à un centre hospitalier quelconque. Mais pendant, quand on arrive au 31 décembre 2020, tu dois déduire ces 200 000 comme charge, comme la loi t'autorise à le faire. Parce que c'est un élément de la classe 6. Mais sauf qu'en déduisant, demande-toi, est-ce que le don, c'est une charge déductible en totalité ou bien c'est une charge plafonnée? La nature fiscale des dons, c'est que c'est une charge plafonnée. Je dois déduire les dons, oui, mais à hauteur de 1 millième de mon chiffre d'affaires. Supposons qu'en 2020, tu réalises un chiffre d'affaires de 10 millions. On prend 1 millième de 10 millions. C'est combien? C'est 100 000, non? Alors que toi, tu as fait le don de 200 000. La loi t'autorise à faire que 100 000 et non 200 000. 100 000. Donc, la différence, ça veut dire que tu as excédé de 100 000. Ces 100 000 là vont subir l'IS. D'accord. Mais lorsque le don est inférieur au plafond, il n'y a pas de problème. Tu fais un don de 50 000, alors qu'un millième de ton chiffre d'affaires, c'est 100 000. Tu n'as pas dépassé le plafond. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais tous les dons qui sont excessifs, qui dépassent 1 millième de chiffre d'affaires, on prélève l'impôt dessus. Les primes d'assurance. Voilà, l'assurance est obligatoire. Même ceux qui font le projet, vous allez dire que vous avez un bâtiment, vous avez telle chose, vous avez telle chose. Lorsque vous avez un véhicule de livraison, mais il faut assurer l'activité, il faut assurer le véhicule, l'assurance est obligatoire. Donc, en entreprise, lorsque vous avez une prime d'assurance responsabilité, ou bien IARD qu'on appelle incendie, accident, risque divers, il n'y a pas de problème, vous déduisez. Mais l'assurance qui n'est pas autorisée en entreprise, c'est l'assurance vie. Pourquoi l'assurance vie? Parce que l'entreprise est une personne morale. Alors que l'assurance vie, c'est une prime d'assurance pour les personnes physiques. Une entreprise ne tombe pas malade. On voit très mal qu'une entreprise se protège contre la maladie, contre le décès, par exemple, ou bien l'organisation du funérail.
Donc, l'assurance qui est autorisée, c'est l'assurance incendie, transport terrestre, par exemple, si vous avez des véhicules, pour les risques de vol, etc. en entreprise. Là, vous pouvez souscrire à ces assurances, à ce type d'assurance et vous déduisez la totalité. Si l'assurance vous coûte chaque année 10 millions, vous déduisez les 10 millions. Mais si ça arrive que dans la comptabilité, on voit assurance vie. Une assurance vie n'est pas contractée au profit d'une personne morale. C'est contracté au profit d'une personne physique. Voilà. Donc, du coup, l'assurance vie n'est pas autorisée en entreprise, même si elle bénéficie au DG. Le DG doit s'assurer lui-même. Ce n'est pas l'entreprise qui doit prendre en charge son assurance vie. Les impôts et taxes et les amendes. Je vais commencer par les impôts. Il y a une question. Oui, je voulais savoir comment alors ça... Vas-y. Je voulais savoir comment est-ce que vous expliquez alors le fait que certaines entreprises prennent en charge des assurances de maladie de certains employés. Ou... Généralement, ça se fait dans le cadre d'une mutuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque employé doit cotiser. C'est ce que les employés ne vous disent pas. Ce n'est pas l'entreprise qui prend 10 millions et dit que je protège tous mes employés. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez votre mutuelle, c'est que chaque mois, vous cotisez soit 5 000. Et ça permet qu'on souscrit à l'assurance pour tout le monde. Ça se fait dans le cadre des mutuelles. Ce n'est pas l'entreprise qui décide de prendre en charge. Mais par contre, vous savez que les activités, les entreprises n'évoluent pas dans les mêmes secteurs. Ça peut arriver que vous, en tant qu'employé, vous faites une activité auquel vous vous exposez au risque. Dans ce cas, la loi prévoit que vous soyez protégé. Supposons que vous êtes là tout le temps à l'écran, 24 sur 24, soit vous gérez les centres d'appel. S'il te plaît, je suis en train de travailler. Allez-y là-bas. Doit être protégé. Ça, l'entreprise doit prendre en charge parce que ça nécessite l'activité. Je vais prendre l'exemple, soit vous travaillez dans une entreprise chimique, ça peut arriver que vous pouvez être contaminé. Donc, dans ce cas, l'entreprise a l'obligation de protéger. Mais ce n'est pas parce que vous êtes employé dans une entreprise ordinaire qu'on devait vous souscrire en assurance vie. Ça ne se fait pas. Il fallait que l'activité nécessite le fait que l'entreprise doit payer pour vous. Il fallait qu'il y ait un risque. S'il n'y a pas de risque pour l'employé, l'entreprise n'a pas droit à supporter les assurances vie. Cédric, est-ce que c'est un peu clair? Oui. D'accord, on va avancer et les questions vont venir plus tard. Pas grave. Les impôts, taxes et amendes. Les impôts qui sont considérés comme charges déductibles sont les impôts de la classe 6. Parmi les impôts de la classe 6, nous avons la patente, tous les impôts professionnels, la contribution foncière des propriétés bâties, etc. Alors, tous les impôts de la classe 6, vous prenez le plan comptable, le compte 64. Tous ces impôts-là sont déductibles. Mais lorsqu'un impôt n'est pas de la classe 6, ne déduisez pas. Prenons le cas de l'impôt sur les sociétés. C'est un impôt qui est classé dans les hors activités ordinaires, 891. Vous n'allez pas déduire parce que ça ne fait pas partie des éléments de la classe 6. Prenons un impôt comme l'IRPP. C'est un compte des tiers, c'est le compte 44. Vous n'allez pas déduire un impôt de la classe 4. L'IRPP est supporté par les employés et non par l'entreprise. C'est pas des tiers, donc du coup, ces impôts aussi ne sont pas déduits. Connaît-il des amendes et des pénalités? Les amendes et les pénalités, quelle que soit la nature, ça peut être soit une amende pour infraction de code de la route, une amende pour pénalité, une amende pour paiement tardif d'impôts, etc. Qu'il s'agit des amendes ou bien des pénalités, quel que soit le montant, les amendes et les pénalités ne sont pas des charges déductibles. Voilà. Pourquoi? Parce que ces amendes sont dues à une infraction à la loi. Vous avez enfreint la loi, c'est pour cela que vous êtes sanctionné. Donc, vous n'avez pas à déduire une charge qui est liée à une infraction quelconque. Voilà, c'est exclu. Vous passez en charge, en comptabilité, mais ce n'est pas déductible. Lorsque vous allez construire le compte de résultat, vous mettez de côté. Mais si vous l'intégrez, ben, tant pis pour vous. On va vous rappeler l'impôt dessus. Les commissions pour achat à l'étranger. Le point 7.
Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, même commerciales, achètent à l'extérieur. C'est le cas de CK2, etc. Même les commerçants qui sont à Montboîte, la majorité achètent en Chine, en Turquie, partout. Mais ça arrive que pour certaines entreprises, ça ne sert à rien d'envoyer quelqu'un l'acheter. On souscrit notre service auprès d'un courtier. Ça veut dire qu'il y a des entreprises spécialisées dans l'achat. Prenons le cas de Sobraga. Supposons que Sobraga achète son maïs en Espagne. Sobraga, chaque année ou bien chaque mois, n'envoie pas un employé pour aller acheter, non. On souscrit le service d'un courtier qui est en Espagne, qui achète pour le compte de Sobraga et livre Sobraga. Mais lorsqu'un courtier réalise une activité d'intermédiaire de commerce, est-ce qu'il le fait gratuitement? Pas du tout. Ce courtier vous demande un frais qu'on appelle des commissions à payer. Voilà, les commissions, lorsque vous payez ce courtier, c'est une charge pour l'entreprise, mais elle n'est pas déductible forcément en totalité. Donc, les commissions sur achat à l'étranger sont des charges plafonnées. Les commissions que vous versez, par exemple, Sobraga verse à ce espagnol, ne doivent pas dépasser 5% du montant des achats. Ça veut dire quoi? Sobraga achète pour 10 millions et Sobraga verse une commission, supposons, de 8 millions. On va voir est-ce que les commissions de 8 millions seront déductibles en totalité. Ça sera déductible à condition que ça ne dépasse pas 5% du montant des achats. Vous achetez pour 10 millions, on multiplie 5% de 10 millions, c'est combien? C'est 5 millions. 5 millions. C'est 5 millions. Ça veut dire qu'ici, vous avez versé 8 millions alors que la loi vous autorise à ne verser que 5 millions en fonction de vos achats. Donc, ici, vous avez dépassé de 3 millions. En matière fiscale, on va rappeler les 3 millions et on impose à l'IS. Ça veut dire que vous avez excédé la charge. Le principe de l'excès, c'est quoi? Lorsque vous augmentez les charges, vous diminuez le bénéfice. Et lorsque vous diminuez le bénéfice, l'IS aussi diminue. C'est pour cela qu'on refuse que certaines charges soient déductibles totalement. Donc, pour les commissions sont des charges plafonnées. Donc, mettez commission, plafond égal 5% fois achat. Vous comparez avec le montant de la commission versée. Lorsque le plafond est de 2 millions et que l'entreprise a versé 800 000 de commission, il n'y a pas de problème, elle a respecté le plafond. Mais lorsque la commission est supérieure au plafond, l'excédent est imposable à l'IS pour charge excessive. Un autre point, les frais de voyage pour congé payé. Bon, ça, c'est la loi qui l'autorise. Tous les employés ont droit à un congé. Mais pour les expatriés, l'entreprise a droit à payer les dépenses de voyage aller-retour pour les employés, mais dans la limite du tarif normal. C'est que, supposons que vous employez un Marocain, voilà, lorsqu'il prend son congé, il peut rentrer chez lui, mais les frais de voyage sont supportés par l'entreprise, à condition que vous n'allez pas souscrire à une classe affaires qui va coûter 2 fois le montant du classe éco. Ce qu'on autorise sont les dépenses minimes pour les voyages. En matière de voyage, assurez-vous que même si vous surfacturez le voyage, l'administration fiscale peut se référer à une agence de voyage pour dire que cherchez-moi en telle période quel est le prix du billet d'avion, soit si vous avez pris par exemple Air Maroc, on dit Air Maroc soit au mois de janvier. Alors cherchez-moi le prix pour aller et retour, c'était combien? Si on voit que c'est 2 millions que vous avez facturé 4 millions, ça veut dire que si vous avez excédé. Dans ce cas, les 2 millions vont être imposés. Mais lorsque vous respectez les normes, vous avez facturé ce qui a été payé, il n'y a pas de problème. Et comptabiliser ce que vous avez payé, il n'y a pas de problème. Lorsque vous excédez les frais de voyage, souvent on peut vous refuser. Hein? Ce n'est pas seulement qu'on prend l'excédent. Pour certaines charges, ben, lorsque vous voulez tricher, on peut dire non, vous perdez le droit à déduction, par exemple, sur les cas des amortissements, on verra ça plus tard. Bon, redevance pour l'utilisation de brevets autres. Ce ne sont pas toutes les entreprises qui utilisent des brevets de licence, ou bien des marques. Prenons le cas de Sobraga. Sobraga n'a pas l'exclusivité de la formule de coca. Sobraga achète la licence de production de coca au Gabon pour diffuser. Donc, du coup, cette licence a un coût. Pour acheter la licence de coca, Sobraga peut payer chaque année dans le contrat soit 10 millions à Coca-Cola.
Donc, ces dépenses de production qui sont sous forme de licence sont des charges déductibles. Mais à condition que la licence ait un cours de validité. S'il est prévu que dans le contrat avec Coca, ce braga doit produire pendant 2 ans. Donc, vous n'allez pas déduire les dépenses pour 3 ans. Dans le contrat, il est prévu que vous exploitez la licence pour 2 ans. Si les 2 ans vous coûtent 20 millions, vous devez déduire chaque année 10 millions, 10 millions. Mais lorsque vous essayez d'excéder, on peut vous demander quel est le contrat que vous avez signé, vous donnez. Si on voit que le montant qui est dans le contrat est différent du montant que vous avez comptabilisé, bah, il y aura redressement fiscal. Une autre charge, les cotisations sociales versées à l'étranger. C'est une charge autorisée en entreprise. C'est pour les employés expatriés. Tous les employés expatriés ont l'obligation ou bien ont cette possibilité de verser leurs cotisations sociales dans leur pays d'origine. Parce que lorsque vous partez à la retraite, vous n'allez pas rester dans le pays d'accueil. Vous rentrez chez vous, supposons que vous êtes aux États-Unis, vous travaillez pendant 20 ans. Est-ce que vous allez décider qu'on verse vos cotisations aux États-Unis? Il y a des gens qui disent que ma retraite, mon projet de retraite, c'est au Gabon. Donc, dans ce cas, verser toutes mes cotisations au Gabon. Lorsque je prends la retraite, je vais bénéficier directement de ça au Gabon. Voilà, c'est prévu, mais à condition, les cotisations versées à l'étranger par les entreprises gabonaises ne doivent pas dépasser 15% du salaire de la personne. Voilà. Si chaque année vous versez 10 millions, on va voir la personne a gagné combien dans l'année. On prend 15% du salaire global. Si ça dépasse, l'excédent est imposable. Voilà, il y a ces obligations sur le plan fiscal auxquelles vous devez tenir en compte dans la comptabilité. Les charges financières, normalement, c'est quand même un peu compliqué d'expliquer ça en live. Normalement, c'est un cas qu'on devrait vous expliquer, faire un petit TD. Mais je vais quand même expliquer le principe des charges financières ou bien les intérêts de compte courant associé. Le compte courant associé, c'est quoi? C'est un compte des employés ou bien des associés qui peut généralement aider l'entreprise à avoir de fonds lorsqu'elle en a besoin. Au lieu d'aller demander à la banque un prêt de 10 millions, si les associés ont de l'argent, ils peuvent prêter à l'entreprise. Et lorsque les employés décident de remplacer la banque, vous devez leur verser des intérêts. C'est normal. Donc, mais sur le plan fiscal, c'est que lorsqu'un associé apporte de fonds à l'entreprise et qu'en contrepartie, vous lui versez des intérêts, ces intérêts ne doivent pas dépasser le taux officiel de la BAC. Parce que c'est la BAC qui fixe le taux d'intérêt. Donc, si le taux officiel de la BAC pendant la période est de 10%, vous ajoutez 2% dessus, ça fait 12 et vous calculez l'intérêt dessus. Donc, tous les intérêts versés aux associés lorsqu'ils apportent de fonds en entreprise ne doivent pas dépasser 10%, le taux officiel de la BAC auquel vous ajoutez 2%. Pourquoi? Parce que l'intérêt est calculé à partir d'un taux, non? Si vous vous rappelez de la formule de l'intérêt, intérêt est égal capital fois le taux fois la période. Et la période comptable, c'est 12 sur 12, ça veut dire les 12 mois de l'année. C'est pour cela que pour le calcul des intérêts, on tient compte du taux de la BAC et la loi vous autorise d'ajouter 2% pour les marges d'erreur. Mais quand même, en fiscalité, on distingue qui apporte. Alors, en fiscalité, on regarde, supposons que Alec et Encaisse sont associés dans une entreprise. Encaisse, elle a décidé de dire que non, moi je ne travaille pas dans l'entreprise, je reste seulement associé externe. Et Alec décide soit d'être le gérant. Mais si vous voulez apporter de fonds, supposons que l'entreprise a besoin d'ouvrir une agence quelque part, Encaisse décide d'apporter 5 millions, Alec 5 millions. Ici, les deux sont des associés, mais n'ont pas les mêmes qualités sur le plan fiscal. Alex, c'est un associé dirigeant parce que c'est un associé qui a une fonction dans l'entreprise. Alors qu'Encaisse, c'est une associée, mais elle n'a pas une fonction dans l'entreprise. Donc, elle, on l'appelle associée non dirigeant parce qu'elle n'a pas de fonction. Donc, lorsqu'on regarde, si l'apport est fait par un associé dirigeant comme Alex, l'apport des associés dirigeants, normalement, ne doit pas dépasser la moitié du capital libéré. Ça veut dire quoi? Votre entreprise a un capital de 1 million. Alec apporte 5 millions, pardon. Si on prend la moitié de 5 millions, c'est 2 500 000.
Donc, la loi existe que lorsque vous avez une fonction dans l'entreprise, l'argent que vous apportez ne doit pas dépasser la moitié de votre capital. Voilà. Si on prend la moitié du capital, c'est combien? Le capital, c'est 1 million, la moitié, c'est 500 000. Alors qu'Alec a apporté 5 millions. Donc, dans ce cas, lorsqu'un associé dirigeant apporte au-delà de la moitié du capital libéré, les intérêts qui seront lui versés, qu'on va lui verser, ça ne va pas être calculé sur son apport. Ça veut dire quoi? Il a apporté 5 millions, alors que la loi lui autorise d'apporter seulement que 500 000 en fonction de sa qualité. 500 000, pourquoi? Parce que le capital de l'entreprise, c'est 1 million. Si on divise par 2, ça fait 500 000. Oui. Donc, comme il a... Excusez-moi. Comme il a apporté 5 millions supérieurs à la moitié du capital libéré. Dans ce cas, les intérêts ne seront pas calculés sur les 5 millions, mais plutôt sur 100 000. Donc, si on prend par exemple 10% de 100 000, on va lui verser chaque année 10 000 d'intérêt. Mais par contre, en caisse, elle n'a pas une fonction dans l'entreprise. Elle peut apporter autant d'argent à l'entreprise. Il n'y a pas de limitation pour elle. Pour elle, les intérêts seront calculés au taux de la BAC plus 2%. Si elle apporte 5 millions, on va calculer les intérêts sur les 5 millions. Donc, pour dire tout simplement que les associés qui ont une fonction de l'entreprise ne doivent pas apporter beaucoup d'argent. Ceux qui sont des associés qui n'ont aucune fonction sont ceux-là qui doivent apporter de l'argent auquel on peut leur verser des intérêts. Pourquoi? Parce que toi, tu es associé, tu as un dividende qui t'attend, tu es salarié, gérant, tu as un salaire, mais tu veux encore te verser des intérêts. Pourquoi? C'est excessif. C'est pour ça que la loi interdit la multiplication de revenus pour certains associés. Tu bénéficies de tes dividendes lorsque tu as un bénéfice, tu as ton salaire qui tombe chaque mois, c'est tout. Mais ici, il y a des calculs à faire. On calcule d'abord les intérêts versés par l'entreprise. Ici, on vérifie le taux. Si le taux pratiqué par l'entreprise n'est pas le taux de la BAC, là, il y a problème. Supposons que l'entreprise utilise un taux de 20% et que le taux de la BAC est de 10%. Est-ce que les intérêts seront les mêmes? Ça ne sera pas le même. À 20%, ça peut être 10 000. À 10%, ça peut être 5 000. Donc, dans ce cas, l'entreprise a triché. Normalement, vous devez calculer les intérêts selon le taux de la BAC et non selon le taux que vous fixez. C'est pour cela que lorsque vous utilisez un taux autre que le taux de la BAC, on calcule les intérêts que vous avez versés, on calcule les intérêts selon le taux de la BAC, on fait la différence. Et la différence, on impose à l'IS et à l'IR20. L'IR20, pourquoi? Parce que c'est l'impôt sur les intérêts. C'est l'impôt par excellence des intérêts. On va passer aux charges calculées. On a encore 30 minutes. Je vais m'arrêter à 30 pour les questions. Les charges calculées normalement regroupent les amortissements, les provisions et quelques charges. Pour les amortissements, vous savez que ce n'est pas l'amortissement en tant que tel qui est déductible, mais c'est la dotation qui est déductible. La dotation, c'est ce que vous avez calculé en fin d'exercice, le compte 695. Voilà. Mais en matière d'amortissement, pour qu'un amortissement soit considéré comme charge d'exploitation, il fallait que vous utilisez la bonne méthode d'amortissement. La loi prévoit 3 méthodes d'amortissement, même avec loi d'à réviser. Les modes de calcul ont changé, mais les amortissements sont restés. Il y a l'amortissement linéaire, accéléré et l'amortissement dégressif. On n'applique pas les amortissements comme on veut. Chaque bien que vous avez en entreprise doit correspondre à une méthode d'amortissement. Vous achetez un ordinateur qui était bien amortissable, vous n'allez pas utiliser l'amortissement accéléré, par exemple. Ce n'est pas possible. Donc, l'amortissement correspondant pour, par exemple, les véhicules, les ordinateurs, c'est l'amortissement linéaire. Si vous vous trompez de la méthode, on vous refuse la déduction des amortissements. Ça, c'est la première des choses. Lorsque vous vous trompez du taux, tous les biens qui sont exploités, qui peuvent exister, sont listés dans le Code général des impôts avec les taux. La loi fixe déjà les taux. Les biens en plastique, les biens en fer, vous savez, tous les métaux. Donc, il y a le taux qui sont dans le code, vous utilisez le taux qui est dans le code. Si vous utilisez votre propre taux, en tout cas, faites-le, mais à condition que ce taux ne soit pas
un taux beaucoup plus élevé parce que plus le taux est élevé, la dotation aussi est élevée. Ça veut dire que vous augmentez la charge. Les provisions. Les provisions, les éléments, d'abord, vous le constatez dans la classe 19 et après, vous allez comptabiliser dans le compte 69, pardon. Mais la seule chose des provisions est que c'est une dépense ou bien de l'argent que vous mettez de côté pour des imprévus. Je prends l'exemple d'une provision pour litige. C'est normal. Est-ce qu'on peut prévoir le litige? C'est qu'une année comme ça, 2020, je dis, vous pouvez, la direction dit que il faut qu'on mette 5 millions de côté parce que ça peut arriver qu'au mois de mars, on va avoir un problème avec le tribunal. Ça ne peut pas se calculer. La probabilité que l'événement se réalise n'est pas aussi élevée. C'est impossible. Donc, pour les imprévus, généralement, il est prévu que vous mettez de côté de l'argent sous forme de provision. Donc, sur le plan fiscal, il y a des provisions qui sont autorisées. Ça veut dire que des provisions pour des événements qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir le litige, c'est normal. On ne peut pas prévoir l'accident, c'est normal. Mais est-ce que vous pouvez constituer en entreprise une provision pour impôt? C'est impossible parce que l'impôt n'est pas un imprévu en entreprise. Qui va dire que l'impôt est un imprévu? Voilà, si ça arrive que vous avez constitué une provision pour impôt, vous comptabilisez, c'est normal, mais on va vous refuser la déduction parce que sur la qualité ou la nature de provision, l'impôt n'est pas un imprévu, donc ça sert à rien de constituer une provision pour impôt. Même en cas de crise comme on vit, on ne peut pas le faire, c'est interdit. Dernier point avant qu'on s'arrête, les déficits. Tellement que la fiscalité est vraiment bien et très gentille en même temps. Lorsqu'une entreprise réalise une perte, la perte réalisée pendant un exercice donné sera considérée comme charge déductible l'année prochaine. Ça veut dire quoi? Supposons qu'en 2019, l'entreprise a réalisé une perte de 10 millions. Et en 2020, vous réalisez un bénéfice de 50 millions. Est-ce qu'on va prélever l'impôt sur les 50 millions ou bien on tient compte de la perte que vous avez réalisée l'année dernière? En matière fiscale, lorsque vous réalisez un déficit, le déficit de N-1 est une charge déductible pendant l'exercice N. En 2020, vous avez réalisé un bénéfice de 50 millions. On ne calcule pas l'impôt sur les 50 millions. On doit enlever les pertes de 10 millions de l'année dernière. Donc, dans ce cas, en 2020, le bénéfice imposable sera 50 millions moins les 10 millions du bénéfice. Donc, tous les déficits antérieurs à 5 ans sont déductibles. C'est que lorsque vous êtes en 2020, vos pertes de 2019, 2018, 2017, 2016 et 2015 sont déductibles en 2020. Mais lorsque la perte dépasse 5 ans, elle n'est pas déductible. Voici à peu près tout ce qui est lié aux charges. Bien sûr qu'il y a des calculs qui sont cachés derrière, mais je vais corriger un TD et moi-même, j'ai fait une démonstration par vidéo. Bon, des questions. On a 30 minutes. J'ai trop parlé, je suis le seul à parler même au début. Si vous n'avez pas de questions, je vais commencer à mettre les TD en ligne. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. J'ai une question au niveau des dons et des libéralités. Allez-y. Je me demande, au sein de l'entreprise, qui a le pouvoir de décider de faire un don ou pas? Est-ce le chef ou le conseil? C'est fini. Oui, monsieur. Voilà, la décision émane généralement de la direction et de la nécessité. Vous voyez bien qu'aujourd'hui à la télé, ça devient un peu la mode. Une mode, c'est que je vois, Olam a donné 10 millions, Orabank a donné 10 millions. Ce n'est pas cadeau. Ce sont des charges qui vont déduire en fin d'exercice. Donc, le comité de direction, ça veut dire que ceux qui sont chargés de diriger l'entreprise voient l'urgence. Pour le moment, nous sommes dans une urgence sanitaire. L'État n'a pas d'argent, elle a besoin qu'on lui assiste. On lui fait un don. Il n'y a pas de problème parce que l'État, c'est une entité publique.
Ils ne cherchent pas des intérêts. Lorsque vous faites des dons à ces organismes, les 30 millions qu'on voit, les 100 millions qu'on donne là, c'est une charge. Ils vont déduire, le bénéfice va souffrir et l'impôt va baisser d'ici 3 ans. C'est le comité de direction qui décide de la nécessité de faire le don. Ça veut dire que ce à qui l'entreprise appartient. Ben, pour le moment, lorsque vous faites le don, vous ne tenez pas compte de combien on donne. Vous donnez. Mais sauf que lorsque vous allez arrêter les comptes, il faut comparer les 1 pour 1000 avec ce que vous avez donné à l'État pendant le Covid. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, monsieur, merci. D'autres questions? Vous savez, maman, bébé, quoi? Chaque fois, c'est que ça bug chez toi, là, c'est ta connexion, là, c'est comment? Vous me suivez bien? Je ne sais pas. Oui, bon, un peu, j'essaie. C'est vrai que ça bug. Mais bon, j'essaie de suivre. D'accord, on a 2 moussavons. Il y a une moussavou, maman, bébé, qui est là avec un ventilateur de pierre. Nous avons aussi une moussavou. Je n'ai pas de questions. L'autre, vous savez, c'est qui? Je ne la connais pas. C'est une fille. Bon, disons. Voilà. Elle Oui, c'est une s'appelle fille. Bio, elle se cache. Tu actives ton... Monsieur Moussavou n'a pas de questions. Vous savez, Bio n'a pas de question. Mais les gens veulent savoir qui est Moussavou Bio. Mais monsieur, ils me connaissent déjà. Je me suis présentée dans le groupe. On t'a déjà vu, mais Moussavou, l'autre Moussavou et Lionel ne te connaît pas. Bon, bref. Monsieur, on va avoir le temps de cette... L'année prochaine. Des questions? Si on n'a pas mal, je peux vous poser. Hein. J'ai parlé pendant 1h30. Pas pour rien. Moi, je suis venue juste à 47 minutes. Hein. Normalement, tu n'as même pas droit à rentrer dans la classe. Tu as pris beaucoup de temps. Monsieur, Mhm. je suis arrivée en retard. Hein. Je veux savoir, Oui. je veux l'explication en fait du fait générateur en fait et l'exigibilité. Ok, d'accord. Il s'agit de l'IS, de quelle que soit la nature de l'impôt. Un fait générateur, ça peut être une opération qui peut faire naître l'impôt. Vous comprenez le fait générateur dans le cadre de la TVA. Le fait générateur, c'est le fait par lequel l'impôt peut être prélevé. Je prends le cas de la TVA. Le fait générateur de la TVA peut être un achat, peut être une vente, parce que en cas de vente, il y a la TVA. En cas d'achat, il y a la TVA. Donc, un fait générateur, c'est une opération que l'entreprise ou bien une personne fait, mais qui peut nécessiter le prélèvement de l'impôt. Mais l'exigibilité, c'est que c'est à quel moment cet impôt va être payé. Restons toujours dans le cas de la TVA pour comprendre. Vous partez à ces cas de vous en caisse, vous prenez une bouteille d'eau imposable à la TVA autour de 10%. Est-ce que vous reviendrez plus tard, la caissière va vous dire, bah, payez-nous le montant hors taxe et revenez dans 2 semaines payer la TVA. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce qu'on vous a dit ça une fois? Voilà, c'est que ici, en matière de vente, l'exigibilité se fait à la livraison. L'exigibilité, c'est la période ou bien le moment à laquelle on vous demande de payer cet impôt-là. Vous rentrez dans le CKD, vous prenez une bouteille d'eau, vous arrivez à la caisse. Avant qu'on vous remet votre bouteille d'eau, vous avez déjà payé le prix de la bouteille d'eau et l'impôt qui va avec. Donc, au moment où on vous livre, on a déjà prélevé la TVA, la C2S et vous avez payé le prix de la bouteille d'eau.
Donc, l'exigibilité, c'est la période ou bien le moment à laquelle on vous prélève cet impôt sur l'opération que vous avez fait en amont qu'on appelle exigibilité. Un fait générateur, pardon. Le fait générateur dans le cadre de la bouteille d'eau, c'est l'achat. Vous venez vous acheter une bouteille d'eau. Là, il y a le fait générateur qui se produit. Vous arrivez à la caisse, il y a l'exigibilité de la TVA. Ça veut dire qu'avant qu'on vous donne la bouteille d'eau, vous devez payer tous les impôts qui vont avec. Parce qu'à grand jamais, on a dit, vous revenez plus tard payer, ça ne se fait pas. Donc, pour certains impôts, vous payez plus tard. Par exemple, en cas d'importation. Lorsque vous importez les marchandises, les droits de douane et la TVA peuvent être payés plus tard. On peut vous livrer et vous dites à la banque que la banque va faire le virement dans 2 semaines. Le trésor va attendre. Mais dans le cas des opérations d'achat ordinaire ou bien de vente, vous faites une opération d'achat, c'est le fait générateur. Si le bien acheté a un impôt, on vous retire au même moment. C'est ça l'exigibilité. Est-ce que j'ai répondu? Oui, monsieur. Va Montero. Tu peux activer le micro. J'espère que tu auras beaucoup de semestres à rattraper. Beaucoup. Merci beaucoup de reconnaître. Il faut faire les cours en ligne. C'est un moyen de pouvoir valider facilement, ce qui est trop sûr. Et ça vous permet, lorsque vous allez travailler en master, au lieu de revenir faire l'école s'asseoir, vous pouvez continuer à suivre à distance. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Ça vous. Allez-y. Lionel, c'est quoi ton... Le réseau chez toi, c'est quel réseau? Le G9 ou bien c'est quoi? Tu es où? Oyema. Au sujet des amortissements, j'ai cru entendre, je ne sais pas si j'ai bien compris, qu'il y a plusieurs sortes d'amortissements. D'accord, oui. C'est Gabon Télécom, monsieur. Ah, tu es au G9. Oui, l'amortissement. Il y a 3 méthodes d'amortissement. Je pense que vous l'avez appris en comptabilité. Il y a l'amortissement linéaire, qui est l'amortissement le plus pratiqué, que ce soit sur des biens comme les véhicules, les ordinateurs, etc. Cédric, tu n'as pas besoin de commenter. Oui, donc les ordinateurs, les biens comme les climatiseurs, les photocopieuses, pondeuses, ça veut dire que tout ce qui est comme fourniture de bureau ou bien matériel de bureau sont amortissables en linéaire. Ça veut dire que vous récupérez la valeur vite. Pourquoi? Parce que ces biens n'ont pas une valeur beaucoup plus élevée. A contrario, à certains biens comme les bâtiments. Voilà. L'amortissement linéaire, c'est l'amortissement le plus pratiqué sur des biens qui n'ont pas des montants beaucoup plus élevés, soit 100 millions, 200 millions. C'est très rare qu'on achète en entreprise un véhicule de 100 millions. Même les véhicules de livraison, si c'est beaucoup, ça tourne autour de 20 millions. Deuxième méthode, c'est l'amortissement accéléré. L'amortissement accéléré, c'est quoi? C'est l'amortissement linéaire, mais à la première année, vous multipliez par 2. Vous posez la formule et vous multipliez par 2. Et le dernier, c'est l'amortissement dégressif. Dégressif, c'est généralement appliqué pour des biens dont la durée dépasse 7 ans. Ça veut dire des biens qui ont une longue durée, comme les engins lourds, comme les tracteurs et autres. On n'achète pas un tracteur d'ici, par exemple, on achète en 2020 et on va mettre de côté en 2025. Biens qui ont une valeur beaucoup plus élevée et qui peuvent être utilisés longtemps, on utilise l'amortissement dégressif. C'est le cas des tracteurs, tous les engins de travaux publics que vous voyez là.
Voilà, les entreprises qui l'utilisent généralement amortissent son système dégressif. Dégressif, c'est qu'il y a un coefficient qu'on applique dans la formule. Mais la formule générale de l'amortissement, que ce soit en linéaire, en dégressif, que ce soit en accéléré, amortissement est égal à la valeur hors taxe du bien fois le taux d'amortissement fois la période d'amortissement. Donc, amortissement est égal à la valeur hors taxe du bien fois le taux d'amortissement et fois la période qui est l'année. Et l'année, un exercice comptable compte 12 mois. Donc, en accéléré, vous prenez la même formule, vous multipliez par 2. À la première année, vous avez l'accéléré. En dégressif, vous prenez la formule linéaire, vous multipliez les coefficients. Ça veut dire que vous multipliez par 1,5. Entre 1 à 3 ans, 2,5 entre 3 ans, 5 ans et 2,75 à partir de 5 ans en allant. Monsieur, je n'ai pas suivi. Je vais faire une petite application vidéo si j'arrive à le faire. Oui. On a 15 minutes, vous avez des questions? Monsieur, vous allez nous envoyer le cours, le support. Monsieur, vous allez nous envoyer le cours, le support. Le cours, le support, c'est où? C'est sur la plateforme. C'est depuis sur la plateforme. Ça fait déjà une semaine. Oui. Alors, connecte-toi et tu télécharges. C'est en libre téléchargement. D'accord. Je vais mettre des vidéos d'ici demain avec la correction, mais je vais cacher la correction. Je vais ouvrir la correction mercredi. Vous pouvez vous connecter, vous n'allez pas voir, c'est moi qui récupère. Et après, je désactive. Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut s'arrêter là déjà. Il y a beaucoup de filles parmi nous qui doivent aller préparer, donc on ne va pas vous retenir longtemps. Oui, monsieur, on doit s'occuper de l'enfant. Voilà. Va monter au Moussavou. Il faut bien s'occuper du bébé. Oui, monsieur. Ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Orphée va poster dans votre groupe le jour ou bien l'heure aussi. Ben, ceci étant dit, merci de pouvoir être là et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi, monsieur. Je vais enregistrer, Merci. Merci, monsieur. je vais enregistrer, je garde. Ceux qui vont passer à UM, vous pouvez prendre la vidéo. C'est un peu lourd, on ne peut pas envoyer par WhatsApp. Allez. D'accord. Bye bye. Bye bye, monsieur.